Dans l'histoire, on se rend compte que rarement les ressources naturelles ont été des sources de croissance. Elles ont même été beaucoup plus souvent des sources de désordre, notamment de désordre économique. Les quelques exemples positifs que nous ayons, dans lesquels des pays, des régions ont su profiter de l'exploitation de leurs ressources naturelles, tient essentiellement à des questions de gouvernance. C'est finalement savoir ce que l'on fait de la rente. Si on est capable d'isoler finalement la rente des matières premières, d'en faire seulement finalement une caisse à part qui ne soit pas budgétée et qui soit utilisée uniquement pour des projets d'ordre beaucoup plus général, qui n'en viennent pas finalement à rentrer dans les budgets quotidiens et dans la vie, je dirais, de la région ou du pays concerné. Dans l'histoire, on se rend compte, alors certes, que certaines ressources naturelles ont pu être un facteur de développement économique. Il ne faut pas se voiler la face. Le charbon, par exemple, joue un rôle éminent dans le développement économique, que ce soit des États-Unis, que ce soit du nord de la France, que ce soit de la Ruhr ou du Royaume-Uni, ou même du Japon. Donc lorsque ces ressources naturelles sont utilisées directement dans une fonction de première transformation et d'industrialisation, cela peut jouer. Mais à partir du moment où on est dans une logique d'économies exportatrices, le défi pour ces économies, c'est véritablement d'être capable de gérer la rente. C'est ce que font de manière très justifiée des pays comme la Norvège, avec le fonds qu'ils ont mis en place. Dans un autre genre, c'est ce qu'a fait le Chili avec le cuivre. Mais à la limite, les grandes histoires de développement économique réussi de ces 50 dernières années n'ont pas été fondées sur les matières premières. Alors, la malédiction des matières premières, c'est un terme un peu plus global que quelque chose que les économistes ont étudié et qu'ils connaissent bien sous le nom de Dutch disease ou de mal néerlandais. Jan Timmermans avait étudié l'impact que l'exploitation du gaz de Groningue à la fin des années 50, au début des années 60, avait eu sur l'économie des Pays-Bas, montrant justement que cette manne tombée du ciel, et donc la rente issue du gaz naturel, avait profondément modifié les équilibres macroéconomiques, provoquant une augmentation des prix, provoquant un déséquilibre accentué du commerce extérieur, avec des importations plus importantes de biens manufacturés, concurrençant à la fois l'agriculture et l'industrie locale. Donc ça, c'est quelque chose que les économistes connaissent bien, mais en prenant le cas des Pays-Bas, un pays avancé, ils se sont uniquement limités à l'impact sur, je dirais, le champ purement macroéconomique. Le concept que je défends un peu plus à l'aune de la longue histoire, c'est celui de la malédiction des matières premières, dans lequel j'intègre aussi des facteurs politiques, des facteurs sociaux, le rationnel et puis aussi l'irrationnel. C'est vrai que l'exploitation des matières premières, elle a une fonction de corruption, non seulement des circuits économiques, mais des âmes, des cœurs et des corps des hommes. Et c'est vrai que les matières premières ont en général dans l'histoire été un facteur de malheur. Le plus bel exemple historique étant l'affaiblissement puis l'effondrement de l'Espagne du grand siècle au fur et à mesure qu'arrivent les flottes de l'or et de l'argent en provenance du Nouveau Monde.
Il est évident que lorsque l'on regarde la manière dont les pays de l'OPEP ont gaspillé la rente pétrolière dans les années 70 et à partir des années 70, la manière dont se sont appauvris nombre de pays producteurs de minerais et métaux dans justement cette même période, nous sommes en face de ce syndrome de la malédiction des matières premières pour lesquelles les solutions ne sont pas évidentes à trouver, sont avant tout des solutions de gouvernance, des solutions isolant totalement la rente des matières premières du reste de l'économie, ce qui est déjà difficile dans un pays avancé, ce qui est extraordinairement difficile dans un pays en développement où l'on a tendance, bien entendu, à rebudgétiser et à se donner un train de vie que, bien entendu, on ne peut pas tenir lorsque les marchés se retournent, ce que nous vivons par exemple aujourd'hui dans le champ pétrolier. Oui et non. C'est là, bien entendu, une réponse de Normand. Il est clair que l'épuisement des ressources naturelles est intégré dans non seulement les analyses de la croissance, notamment pour les pays producteurs, mais il est clair aussi qu'à l'intérieur du prix d'un produit à un moment donné, il y a, et on intègre, le coût de la rareté. Alors la rareté, c'est à la fois la disponibilité ou la non-disponibilité à un moment donné, mais c'est éventuellement le coût marginal de reconstitution de la réserve, et c'est là que l'on touche bien entendu la question de l'épuisement. Le problème est que cet épuisement des ressources naturelles est quelque chose d'éminemment relatif, dans la mesure où, je prends un exemple, nous raisonnons en années de consommation de pétrole. Et on dit il ne reste plus que 52 ans de réserve de pétrole. Mais 52 ans de consommation actuelle, à technologies actuelles. Je ne sais absolument pas ce que seront les technologies dans 50 ans. Et mon pari est de penser que dans 50 ans, ils auront toujours du pétrole et que peut-être ils n'en auront plus besoin. Donc l'épuisement des ressources naturelles, c'est un concept à prendre avec des pincettes. Certes, nous savons que nous sommes dans un monde fini et donc qu'il y a un jour où il n'y aura pratiquement plus de pétrole à trouver, qu'un certain nombre de gisements de minerais et métaux seront épuisés. Ceci étant, je suis obligé de constater que d'une part, l'homme a toujours repoussé ce genre de limites. Il a repoussé en produisant plus, donc en allant chercher plus loin, plus profond, en consommant moins, c'est là peut-être le plus important, et surtout, éventuellement, en réutilisant, et je crois beaucoup, pour un certain nombre de produits, à l'économie circulaire. Nous utilisons déjà, pour un produit d'une banalité absolue qui est le plomb, que nous utilisons dans les batteries automobiles pour l'essentiel, bien 60% du plomb utilisé dans le monde est recyclé. Parce que ça, c'est un cycle, quand vous changez de batterie, celle-ci est assez facile à recycler. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Nous sommes déjà, si je prends le papier, c'est un autre produit basique, alors issu des forêts, mais on voit bien les notions d'épuisement à ce moment-là qui peuvent intervenir en termes de rareté des sols. Bien, sur le papier, nous sommes à des taux de recyclage qui sont probablement d'ailleurs le maximum de ce que l'on pourra faire, qui sont de l'ordre de 60% aussi. Donc, il faut bien se dire que cette notion d'épuisement des ressources naturelles, elle est toute relative, me semble-t-il, et je ne pense pas que l'on puisse en faire une contrainte majeure dans, je dirais, l'analyse économique de long terme. À la limite, l'épuisement majeur et la rareté majeure sont ailleurs. L'épuisement majeur, c'est probablement celui de l'environnement. Et donc, l'épuisement majeur, quelque part, c'est au travers de l'environnement, de la pollution, et donc du carbone qu'il faut l'aborder.
Quant à la rareté majeure, et qui est probablement le défi le plus important auquel sont confrontés les hommes au XXIe siècle, c'est un défi alimentaire. Alors il n'y a pas d'épuisement des ressources alimentaires, il nous faut simplement augmenter grossièrement de moitié la productivité de la planète. À la limite, la seule ressource naturelle aujourd'hui, totalement indispensable, non substituable, et dans l'état actuel de nos connaissances à peu près incontournable, avec lequel dont il va falloir tenir compte dans les années à venir, dans les décennies à venir, ce sont probablement les phosphates, et cela boucle un petit peu le raisonnement, puisque aujourd'hui, les phosphates sont totalement indispensables à l'agriculture et donc à ce défi majeur du XXIe siècle, qui est tout simplement de nourrir les hommes.